Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché qui arrive un peu tôt par rapport à d'habitude, hein, pour cause évidemment de 14 juillet, donc semaine un petit peu écourtée pour moi. Et la vidéo s'intitule La parité euro-dollar atteinte et après. Alors, vous vous souvenez, hein, la semaine dernière, j'avais déjà fait une vidéo sur l'effondrement de l'euro qui filait droit à la parité. Bah, ça y est, c'est chose faite, hein. Aujourd'hui, le mercredi 13 juillet, en début d'après-midi, l'euro-dollar a touché le niveau 1 pour 1. Et donc, du coup, bah, j'en profite, hein, vu que voilà, je vais prendre un bon petit week-end sympa pour vous faire cette vidéo un petit peu en avance. Alors, breaking news, hein, ça y est, hein, les journaux en parlent. L'euro à moins d'1 $, la chute qui inquiète sur fond de crise énergétique, hein, je vous en avais déjà parlé. Là, les Européens, dont les Français, importent leur énergie en dollars, hein. L'énergie est libellée en dollars. Et évidemment, si l'euro baisse par rapport au dollar, bah, l'énergie va nous coûter de plus en plus cher. Et je fais une petite parenthèse, c'est que l'euro est en chute non seulement face au dollar, mais également face au rouble. On est à des niveaux, on est à 52 ou 53 roubles pour 1 euro. On est à des niveaux jamais vus depuis déjà de nombreuses années. Et ça, c'est très dangereux parce qu'une partie des matières premières, notamment le gaz, nous sommes obligés de le payer en roubles, puisque évidemment, pour réagir aux sanctions occidentales contre la Russie, Vladimir Poutine a exigé que le pétrole et le gaz lui soient payés en roubles. Et donc, du coup, chaque fois que l'euro baisse par rapport au rouble, ça augmente aussi notre facture énergétique. Je vous ai mis le lien ici, hein, France 24. Donc, vous voyez, c'est qui parle, hein, donc voilà, qui indique que l'enfoncement, enfin, le flirt de l'euro-dollar avec la parité devient inquiétant. Alors, moi, je vais essayer évidemment d'aller un peu plus loin dans cette vidéo, hein. Le but, c'est pas de faire du sensationnel. Donc, je commence, hein, par les disclaimers, hein, je vous laisse le temps de les lire. Euh, voilà, l'objectif quand même, ça va être un petit peu de creuser, hein. C'est pas le but, c'est pas de faire du sensationnel, d'avoir des discours alarmistes. Je laisse le soin aux médias mainstream de le faire. Moi, mon objectif, c'est de vous décrire l'actualité de manière la plus objective qu'elle soit et d'essayer de voir un petit peu ce qu'il va se passer. Alors, on va commencer par l'actualité géopolitique, économique et sanitaire. Alors, il y a des choses à dire, hein. Il y a des choses à dire. Alors, l'actualité géopolitique, d'abord, Gazprom coupe le gaz, ça y est, donc officiellement pour des travaux d'entretien. Donc là, ça y est, hein, si vous allez dans les médias, c'est la panique, ça y est, la Russie coupe le gaz, attention à l'hiver, etc., etc. Bon, moi, j'ai quand même essayé un petit peu de creuser, hein, un petit peu de voir ce qui s'est passé. Et en réalité, chaque année, en cette période du mois de juillet, Gazprom coupe temporairement le gaz pour faire des travaux de réparation, des travaux d'entretien. Donc, au moment où je vous parle, c'est une opération tout à fait normale, hein. C'est voilà, le gaz a été coupé en début de semaine. Il n'y a rien d'alarmant. Tous les ans, c'est la même chose. Alors évidemment, les médias à sensation, tout de suite, les gros titres. Gazprom coupe l'Europe au gaz russe. Bon, oui, ils ont coupé le gaz, effectivement, mais ils l'ont déjà fait tous les ans pour des réparations. Il est trop tôt pour dire si la Russie va mettre en place des mesures de contre-sanctions et couper l'alimentation du gaz russe à destination de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc si vous voyez des articles là-dessus, faites attention, il faut prendre de la hauteur. Chaque année, Gazprom, voilà, il y a un peu comme quand vous avez accès à un serveur informatique et que vous avez serveur en maintenance. C'est pas dire que le site est tombé, il est mort, c'est juste qu'il y a une maintenance. Là, c'est pareil. Gazprom, durant
une semaine, je crois, va coupe le gaz pour faire des travaux. Donc, alors après, est-ce qu'ils vont profiter de cette situation pour faire croire, enfin voilà, pour faire du chantage? Ça, c'est pas exclu, mais au moment où je vous parle, il n'y a aucune rupture du gaz officielle entre la Russie et l'Europe à titre de sanction. Il s'agit vraiment de travaux et tous les ans, il y a toujours une coupure de gaz au moment où je vous parle. Voilà un petit peu pour le premier point. Deuxième point, l'actualité sanitaire. Le gouvernement échoue à faire adopter le pass sanitaire aux frontières. Hein, donc ça y est, hein, les présidentielles sont passées. Premier texte que le gouvernement veut sortir. Attention au Covid, le pass sanitaire, etc. Et j'avoue, heureusement, que voilà, l'opposition a joué son rôle et a empêché l'adoption du retour du pass sanitaire. Voilà, à un moment, voilà, il faut arrêter aussi, ça c'est mon point de vue, de vivre avec la peur, avec la peur de tout. Je veux dire, voilà, le taux de mortalité au moment où je vous parle du Covid, de cette souche en tout cas de Omicron aujourd'hui, il est inférieur à celui de la grippe. Donc, il faut un moment, voilà, il faut arrêter sans arrêt de faire peur aux gens. Il y a des vaccins qui ont l'air de fonctionner. Moi, j'ai été vacciné 3 fois, j'ai eu le Covid, ça m'a pas empêché de travailler normalement, alors que je suis en plus une personne à risque. Hein. Celles et ceux qui connaissent mon parcours sur la santé, ces choses-là, je suis censé être une personne à risque. J'ai eu le Covid, je suis vacciné, bah, ça ne m'a rien fait. Donc voilà, il faut arrêter. Et heureusement, le gouvernement n'a pas pu faire passer son pass sanitaire. Alors j'enchaîne justement avec l'actualité politique. Vous savez que il y a Emmanuel Macron qui depuis quelques jours doit affronter les Uber Files. Alors c'est quoi les Uber Files? Alors il y a des journalistes qui ont enquêté et qui sont tombés sur des échanges qui ont eu lieu entre le patron de Uber et Emmanuel Macron, qui était encore ministre des Finances à l'époque, pour aider, pour que Emmanuel Macron fasse pression sur le gouvernement Hollande pour permettre à Uber de gagner des parts de marché en France. Et pour aussi, apparemment, il y aurait eu des SMS, hein, je mets des guillemets, où Uber était en difficulté parce qu'ils avaient des contrôles fiscaux et le patron de Uber a envoyé des textos à Emmanuel Macron pour un peu pour aider l'entreprise à voilà ne pas voilà à ce que le contrôle fiscal soit ne soit pas trop méchant, on va dire. Bon, alors, Emmanuel Macron, donc, il a été interrogé et il n'a pas infirmé, il n'a pas démenti cela. Et il a même dit que si c'était à faire, il le referait. Et je cite, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, ce qui évidemment a provoqué des indignations, soit de l'opposition ou des féministes, puisque le langage a été jugé un petit peu macho. Alors moi, c'est quoi mon analyse? Bon, déjà, bon, si vous suivez ma chaîne, vous ne serez pas surpris de cela. Je vous avais déjà dit, Emmanuel Macron est très proche des grands patrons des entreprises. Emmanuel Macron a une politique qui est très pro-entreprise et en particulier grosses entreprises. Ça, je vous en avais parlé, hein, aussi de ses affinités avec, par exemple, M. Bernard Arnault, hein, qui a financé sa campagne. Voilà, voilà, on sait, ça c'est quelque chose qui est connu, qui est documenté. Là où moi je vais peut-être, on va dire, c'est pas pour défendre Emmanuel Macron, c'est que forcément vous avez des arguments complotistes qui sortent, qui disent que Emmanuel Macron aurait touché des pots de vin, il aurait pu toucher des pots de vin en échange de services rendus à des grands groupes. Alors ça, j'en sais rien, ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Par contre, ce que je peux vous dire, pour suivre un petit peu l'actualité politique, c'est que moi, je serais surpris que Emmanuel Macron ait pu toucher des rétrocommissions, etc., parce que mon opinion, c'est que Emmanuel Macron est convaincu que le salut de l'économie française ne peut venir que de grandes entreprises
soit internationales comme Uber ou Pfizer, soit des grands groupes français comme LVMH, Total, Pinot, etc. Donc, moi, je suis persuadé que dans la philosophie d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron croit énormément à ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un maximum de Français qui puissent avoir un travail et puissent avoir une amélioration de leur niveau de vie, il faut chouchouter les entreprises parce que, selon Emmanuel Macron, et là-dessus, je ne suis pas forcément en désaccord avec lui, ce sont les entreprises qui créent la richesse et non pas l'État. Et ça, c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux. Vous voyez, je suis pas là pour taper bêtement tout le temps sur nos dirigeants. Emmanuel Macron n'a pas forcément tort. Euh, il faut, pour que la croissance en France puisse progresser, il faut favoriser les entreprises et favoriser une concurrence saine entre les entreprises et casser certaines lourdeurs administratives en France. Emmanuel Macron l'a dit, et là-dessus, je suis aussi d'accord avec lui. La France est un enfer fiscal, mais surtout, un enfer administratif. Alors ça, je vais vous donner une petite anecdote. Alors, certains qui me connaissent le savent, mais en 2015, j'ai voulu monter un cabinet en gestion de patrimoine, en conseil en gestion de patrimoine. Donc, je pense que ça ne va pas vous surprendre, je suis passionné par les marchés, donc finalement que quelqu'un comme moi monte un cabinet de conseil en gestion de patrimoine n'est pas forcément délirant. Donc, en 2015, je me suis lancé, donc j'ai monté mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine, j'ai commencé à faire les démarches, et après quelques mois, j'ai abandonné, quoi. J'ai abandonné, hein. C'était impossible, quoi. C'était infernal. La paperasse administrative, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Pour une personne qui, comme moi, par exemple, qui va conseiller des clients sur dans quels actifs on investit, dans quel support on investit, dans quelle enveloppe fiscale on investit, c'est pas possible. Il me fallait au moins quatre assistants administratifs pour m'aider avec toute la paperasse qu'il y a à faire. C'était un enfer. Et en plus de la paperasse, il y a également un tas de charges fixes à payer. C'est-à-dire, en 2015, j'avais même pas mon premier client, que j'avais déjà des milliers d'euros à payer entre les assurances responsabilité civile professionnelle, le comptable, les liasses fiscales, la CFE, les formations obligatoires, les inscriptions à des associations qui elles aussi sont obligatoires, l'inscription à l'ORIAS. Enfin, c'était un enfer. Je n'avais même pas encore de partenaire parce que pour être conseiller en gestion de patrimoine, vous ne pouvez pas gérer l'argent directement. Vous passez par des partenaires et là, vous gérez l'argent de vos clients, mais via des partenaires, via des banques. Hein, c'est pas les clients ne m'envoient pas de l'argent sur mon compte à moi. Ils envoient l'argent dans des comptes bancaires et c'est moi qui gère l'argent, mais via des comptes bancaires au nom du client. Ça, c'est pour éviter Madoff. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très, très bien. Mais par contre, la paperasse administrative, c'était un enfer. Et malheureusement, 2015, je monte mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine. 2016, j'ai abandonné. J'ai abandonné, beaucoup trop de paperasse et énormément de frais à payer avant même d'avoir eu un partenaire et avant d'avoir même eu un client. Donc, j'ai dû abandonner. Et ça, effectivement, Emmanuel Macron a clairement raison. Il y a en France, il y a un enfer administratif. Dès que vous voulez créer quelque chose, c'est tout de suite des papiers, des formulaires, voilà, c'est hyper compliqué. Et donc, du coup, forcément, c'est de bonne guerre. Hein. Bon, moi, j'ai pas la taille de Uber, j'ai pas non plus la surface patrimoniale de Bernard Arnault, mais effectivement, voilà, je comprends tout à fait que Uber, qu'un patron de Uber ou patron de LVMH ou le patron de Dassault ou de Total puisse aller voir Emmanuel Macron pour faire du lobbying, pour les aider. Voilà, moi, je ferais exactement la même chose, sauf que j'ai pas accès avec mes moyens, j'ai pas accès au ministre des Finances et au président de la République, mais c'est pas choquant. C'est pas choquant. Voilà, c'est pas choquant. Sur le fond, si on veut créer de la croissance,
il n'y a que les entreprises qui peuvent créer de l'emploi. L'État ne peut pas créer un nombre indéfini d'emplois. Il faut des emplois publics, des professeurs, des infirmiers, des médecins en hôpital, des policiers, des gendarmes, des juges. Il faut évidemment un service public fort. Mais il y a un grand nombre de professions, un grand nombre de secteurs sur lesquels l'État n'a pas, pour moi, n'a pas de rôle à jouer. Par exemple, effectivement, le secteur du luxe, bon, l'État n'a pas son rôle. C'est vraiment un secteur, voilà, c'est un secteur privé. Le secteur informatique, c'est pareil. L'État n'a pas forcément son rôle à jouer. Pareil pour tout ce qui est jeu de grattage, pareil, l'État n'a pas son rôle à jouer. Donc, il faut un secteur privé fort avec des entreprises qui puissent vraiment faire du business. Donc ça, effectivement, ça ne me choque pas. Par contre, ce qui a été vraiment embêtant, c'est la maladresse d'Emmanuel Macron. C'est ce côté un peu désinvolte, j'ai pas de compte à vous rendre, je fais ça un petit peu en douce, entre deux portes, je ne l'assume pas vraiment. Les faits ressortent et puis d'un air désinvolte, je dis aux Français, bah écoutez, voilà, j'assume et puis voilà, si c'était à refaire, je le referais et puis je m'en fiche de toute façon. Ça me touche l'une sans faire bouger l'autre, pour reprendre l'expression encore une fois utilisée par le président de la République. Et c'est ça en fait qui est un petit peu gênant. C'est vraiment sur la forme, malheureusement, ça n'a pas du tout été très bien géré cette histoire et ça peut déclencher, surtout si les Français ont du mal à finir les fins de mois à cause de l'inflation, ça peut déclencher des mouvements de colère sociale. Je rappelle, petit parallèle historique, que Louis XVI, si on s'intéresse un peu à l'histoire, Louis XVI était loin d'être un personnage tyrannique. Louis XVI était beaucoup plus, entre guillemets, humain que Louis XV et surtout Louis XIV. Mais Louis XVI était maladroit. Marie-Antoinette, évidemment, était aussi d'une certaine maladresse, avait parfois une certaine légèreté lorsqu'elle parlait un petit peu des finances de l'État. Et on sait comment ça s'est terminé. Ça s'est fini à l'échafaud. Voilà. Donc Emmanuel Macron, moi personnellement, ça ne me choque pas qu'il fasse du business, qu'il aide les entreprises à se développer, à contourner aussi certaines lourdeurs administratives en France. Il faut vraiment dégraisser le mammouth administratif, clairement. Moi, ça ne me choque pas. Ce qui est plus choquant, c'est la manière dont il l'a fait et dont il s'explique devant les Français. Donc voilà un petit peu pour l'actualité politique. L'actualité macroéconomique, l'inflation est tombée aux États-Unis, elle surprend 9,1% contre 8,8% attendu. Donc on a encore battu le consensus. Le chiffre d'inflation file vers les 10%. Alors la question, est-ce que l'hyperinflation est inévitable à court terme? Et là encore, je vais vous surprendre, surtout pour les États-Unis. Moi, je pense qu'aux États-Unis, l'inflation, le pic d'inflation, il est temporaire. Pourquoi? Parce que les matières premières libellées en dollars sont en baisse, et voire même en baisse très forte. Je vais y revenir lorsque je vais vous décrire un petit peu ce qu'ont fait les marchés cette semaine. Les matières premières, déjà, ça fait plusieurs semaines que les matières premières baissent. Et là encore, cette semaine, ça a encore baissé. Donc moi, je ne pense pas, je pense vraiment que l'inflation, on commence à voir le bout du tunnel sur l'inflation et a priori, l'inflation devrait fortement rebaisser aux États-Unis. D'abord parce qu'on a toutes les matières premières qui baissent clairement depuis plusieurs semaines, d'une part, et d'autre part, la Fed est très agressive dans sa remontée des taux, dans l'arrêt de la planche à billets également. Donc là-dessus, je ne suis pas forcément inquiet aux États-Unis. On pourrait avoir un peu d'inflation parce que les salaires sont dynamiques, la croissance est dynamique, il y a des pénuries de main-d'œuvre parce que les Américains ont l'embarras du choix pour trouver du travail. Puis on peut avoir une inflation comme ça, mais ça, c'est pas une inflation dangereuse pour moi. C'est pas l'hyperinflation où les matières premières atteignent des prix prohibitifs. Moi, je pense que les États-Unis vont échapper à l'hyperinflation, clairement, que l'inflation est quasiment proche de son pic et elle va, à mon avis, refluer
avec la baisse des matières premières. Voilà un peu donc les trois thèmes de l'actualité, donc Gazprom, Emmanuel Macron avec les Uber Files et l'inflation. Donc voilà un petit peu mon analyse, une analyse qui est voilà qui est personnelle, qui sort un petit peu peut-être des sentiers battus de ce que vous pouvez voir dans les médias. Donc voilà, moi je suis pas pessimiste pour le moment par rapport à Gazprom, clairement. C'est tous les ans il y a une coupure de gaz pour maintenance. Pareil pour Emmanuel Macron et les Uber Files. Alors, le scandale peut virer aux émeutes si les gens ont du mal à boucler les fins de mois, mais sur le fond, Emmanuel Macron, voilà, il deal avec les entreprises, ça se fait depuis le général de Gaulle. Voilà, c'est le devoir des chefs de gouvernement et d'État de favoriser l'emploi et donc les entreprises. C'est la forme là où Emmanuel Macron a prêché, n'est pas Chirac qui veut. Et enfin, l'actualité macroéconomique. Moi, je suis plutôt optimiste sur l'inflation, du moins côté américain, côté européen, c'est une autre paire de manches et on va d'ailleurs en parler. Et l'actualité monétaire, évidemment, face à ce chiffre d'inflation, la Fed pourrait, des rumeurs disent que la Fed pourrait carrément monter les taux de 100 points de base à la prochaine réunion. Voilà un peu pour l'actualité. Alors, je vais passer sur les marchés. Je passe assez vite sur les taux. Les taux français continuent à baisser. On est maintenant à 1,67%. Donc, on a une forte détente des taux obligataires français, évidemment. Christine Lagarde ne veut toujours pas remonter les taux. Et là, évidemment, ça se voit sur le taux 10 ans français. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Malgré le pic d'inflation qu'on a aux États-Unis, vous voyez, on n'a pas eu une flambée des taux d'intérêt. Les taux américains continuent à consolider moins fort que la France parce que la Fed quand même monte les taux, mais même aux États-Unis, on commence à entrevoir la fin du cycle de hausse des taux. Alors, je vais vite passer sur les spreads de crédit. C'est pas passé grand-chose. Le spread de crédit entre la France et l'Allemagne aussi autour de 50 points de base et entre l'Italie et l'Allemagne autour de 200 points de base. Voilà. Alors, sur le change, donc là, évidemment, c'est le titre de la vidéo. L'euro-dollar enfonce durant quelques secondes la parité avec le dollar. Donc là, je vous mets le graphique de très long terme qui date du début des années 2000. On a enfoncé, on est à 1,0054 au moment où je vous parle. Et quand on fait un zoom en pas minutes sur la dernière journée qui s'est écoulée, sur le 13 juillet, on voit que on a titillé la parité, on a même légèrement enfoncé la parité à 0,9998 $ pour 1 euro. Alors, la parité touchée, qu'est-ce qu'il va se passer après? Alors déjà, je rappelle pourquoi la parité, pourquoi l'euro s'est enfoncé. Donc là, je vous mets un petit graphique que j'ai pris. Alors, je me suis inspiré d'une vidéo de Vincent Gann, que je salue d'ailleurs, Vincent Gann que je connais bien, puisque j'ai pu faire une conférence avec lui. Il m'avait invité lorsqu'il était responsable de la recherche chez FXCM. J'ai pu faire une conférence sur les corrélations, notamment des actifs, en 2015, justement, avec Vincent Gann. Donc, je me suis inspiré de sa vidéo. Et en fait, une des raisons qui explique que l'euro baisse, alors je vous en avais déjà parlé, c'est que toutes les banques centrales remontent les taux, sauf évidemment la BCE qui a encore des taux directeurs négatifs, alors que les États-Unis, on est quasiment à 2% de taux d'intérêt, les taux courts américains, alors que en Europe, on est encore en territoire négatif. Donc, on a un différentiel de taux de 2% entre l'Europe et les États-Unis. Et évidemment, ça crée ce qu'on appelle des phénomènes de carry trade. J'en ai déjà parlé lors de mon point marché de la semaine dernière. Je ne vais pas rajouter. Alors, le graphique essentiel qu'utilise la BCE pour justifier qu'elle ne remonte pas ses taux, c'est que la BCE pense que l'inflation va refluer d'elle-même de 6,8 à 3,5%, puis 2,1% en 2024, sans même remonter les taux. Et donc ça, évidemment, c'est ce qui provoque la baisse de l'euro. Mais sauf que le problème, et c'est la question que je me pose, est-ce que Madame Lagarde et ses équipes, quand ils font ce graphique,
est-ce qu'ils ont intégré le fait que la baisse de l'euro va créer de l'inflation importée qui pourrait faire en sorte que finalement la BCE se plante et que cette inflation qui, au lieu de refluer, comme ça pourrait être le cas aux États-Unis, pourrait ne pas refluer, en tout cas en zone euro, à cause de la faiblesse de l'euro qui va renchérir toutes nos importations. Et c'est là, en fait, le problème de ce type de graphique, c'est que je ne suis pas sûr que la Banque centrale européenne intègre dans ses prévisions l'hypothèse d'un abaissement de l'euro. Effectivement, si c'est ce que je vous avais dit pour les États-Unis, si la parité euro-dollar restait constante autour de 1,20, hein, je vous rappelle qu'en début d'année, on était à 1,20. Hein, donc, si la parité euro-dollar restait constante autour de 1,20, toutes choses étant égales par ailleurs, les matières premières refluent en dollars, donc elles refluent en euros si la parité euro-dollar est constante. Et donc, effectivement, on aurait un reflux de l'inflation et donc grâce à la baisse des matières premières. Mais là, on a une baisse des prix des matières premières, mais on a une baisse de l'euro qui est plus forte que la baisse des matières premières. Souvenez-vous de ma vidéo de la semaine dernière. Si les prix des matières premières, si les matières premières perdent 5%, mais que l'euro perd 10%, bah en réalité, pour un Européen, l'évolution des prix des matières premières, ça va être moins 5%, moins 10%. Donc, ça fait moins 5, moins 10, ça fait moins 5 plus 10, ça fait plus 5%. Donc, vu d'un Européen, le prix, les matières premières, même si en dollars perdent 5%, le prix des matières premières, vu des Européens, vont augmenter de 5% parce que l'euro aura baissé beaucoup face au dollar. Il aura baissé plus face au dollar que les matières premières face au dollar. Et ça, je ne suis pas forcément sûr que le graphique de Madame Lagarde et de ses équipes l'intègre. Donc, la question qu'on se pose, quels sont les scénarios maintenant qu'on touche la parité? Alors moi, je vois 4 scénarios. Premier scénario, la situation s'apaise comme par magie avec la Russie et l'euro va connaître un rebond naturel assez fort parce qu'évidemment, si la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine s'arrête, que soit que l'Ukraine gagne contre la Russie et Poutine perd, soit qu'on trouve un compromis, que l'Ukraine perd cette fois-ci contre la Russie et que Poutine ne va pas plus loin que l'Ukraine, qu'on s'arrête, qu'on lève les sanctions, l'euro pourrait connaître une forte accélération à la hausse. Pour moi, il y a peu de chances que ça se produise à court terme, en tout cas, parce que ni les Occidentaux, ni Vladimir Poutine n'ont intérêt à céder. Donc, à mon avis, le conflit pourrait s'enliser pendant encore de très longs mois. 5% de chance. Deuxième cas, la BCE décide de défendre l'euro, hein, la parité euro-dollar, et la BCE pourrait recevoir l'aide de la Banque nationale de Suisse, hein, parce que le franc suisse est trop fort aussi par rapport à l'euro. On est en dessous de la parité franc suisse euro. Et ça, évidemment, c'est embêtant pour les exportations suisses. Donc, on pourrait avoir une tentative de la BCE de défendre l'euro appuyé par la Banque de Suisse et peut-être aussi par la Banque d'Angleterre. Ça, c'est un scénario qui est plausible dans 10% des cas. Troisième cas, les États-Unis, cette fois-ci, c'est les États-Unis qui lâchent du lest pour faire baisser le dollar pour ne pas pénaliser leurs exportations. Parce que, évidemment, les États-Unis ont besoin d'avoir une zone euro pas trop forte, certes, mais pas non plus écrasée. Raisonnons par l'absurde. Supposons que l'euro s'effondre par rapport au dollar et par rapport au rouble. Les Européens vont importer le gaz et le pétrole beaucoup trop cher. Les Européens, la population européenne, l'opinion publique européenne va clairement devenir contre la guerre en Ukraine, enfin contre le soutien de l'Europe à l'Ukraine, et les Américains pourraient perdre un soutien majeur, le soutien des Européens dans leur guerre par procuration contre la Russie. Donc les Américains n'ont pas forcément intérêt à ce que l'inflation importée augmente trop en Europe à cause de la baisse de l'euro, par peur justement que les populations ne grognent contre les gouvernements et contre le soutien à l'Ukraine. Donc ça, c'est pour moi
il y a quand même 20% de chances pour que les Américains décident, pas de manière officielle, mais décident de soutenir l'euro, d'empêcher que l'euro dégringole trop. Et le cas numéro 4, le support euro-dollar lâche, le 1 pour 1 lâche, et l'euro poursuit sa chute. Alors Vincent Gann, là encore, je reprends, il a fait une très très belle vidéo que je vous encourage à aller voir. Il connaît très très bien le Forex, hein, puisqu'il a travaillé chez FXCM. Le prochain seuil technique de l'euro-dollar, c'est 0,96. Donc si la parité euro-dollar craque, ensuite on va directement à 0,96 avant d'aller à 0,88 puis 0,82. Donc potentiellement, l'euro peut, si jamais la parité lâche, l'euro peut facilement perdre 10 à 15% très rapidement par rapport au dollar. Et ça, c'est 10 à 15% d'inflation importée pour les Européens. Je vous laisse imaginer l'inflation qu'il peut y avoir en Europe. Déjà, on est quasiment à 7-8% d'inflation en zone euro. Si vous rajoutez 10% de dépréciation de l'euro, on arriverait à des taux d'inflation à 2 chiffres. Ça ne va pas être beau à voir dans la rue. Voilà, et ce cas-là a quand même 65% de chances de se produire parce que la parité 1 pour 1 n'est qu'un seuil symbolique. En réalité, quand on regarde un graphique de long terme, en fait, c'est un support symbolique, mais qui a rarement fait office d'un vrai support qui a valeur économique. Voilà un petit peu pour les scénarios hein, que j'envisage. Donc pour moi, il y a quand même une probabilité assez forte pour que l'euro poursuive sa baisse face au dollar. Par contre, attention, il ne faut pas faire de all-in, de spéculation, shorter l'euro avec des gros effets de levier, parce qu'il y a quand même 35% de chances pour que l'euro rebondisse fortement, parce que voilà, pour des raisons politiques, soit politiques, soit monétaires. Alors, pas grand-chose à noter hein, sur l'euro-livre, hein, ça baisse, mais tranquillement. Pareil pour l'euro-franc suisse. L'euro-franc suisse a cassé la parité. Et alors, je n'ai pas forcément zoomé le graphique. On est maintenant à 0,98 et des brouettes. Donc, l'euro-franc suisse continue à baisser. D'où effectivement la possibilité que la Banque nationale de Suisse cherche à nouveau à soutenir, à racheter des euros pour arrêter l'effondrement de l'euro. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le marché des changes. Alors, je vais passer très vite maintenant sur les autres marchés. Sur les actions, on commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui est stable, hein, vous voyez, qui est flat, qui tourne autour du seuil des 6000 points, qui ne lâche pas le seuil des 6000 points, en grande partie grâce à la baisse de l'euro qui favorise les grands groupes hein, comme notamment LVMH hein, qui paye ses salariés en euros dans une monnaie qui se déprécie, alors que par exemple LVMH hein, qui pèse énormément dans le CAC 40, LVMH vend ses produits à l'étranger, notamment aux Américains, aux Chinois, aux Russes, et comme le rouble, le yuan chinois, le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, ben évidemment, ça fait augmenter le chiffre d'affaires d'entreprises comme LVMH. Par contre, LVMH payant ses salariés, grosse partie de ses salariés en euros, et avec l'euro qui baisse, ça augmente évidemment les marges des grosses entreprises. Donc effectivement, là, cette fois-ci, j'ai donné un petit peu raison un petit peu à Emmanuel Macron. Maintenant, je vais aussi parler de ce que dit la NUPES, hein, notamment la France Insoumise, quand ils disent qu'il y a des profiteurs de guerre et qu'on soit pour ou contre la NUPES, là encore, je ne peux pas leur donner tort. Ils n'ont pas tout à fait tort. Il y a énormément d'argent qui s'est créé, qui s'est fait grâce au Covid d'abord et grâce à la guerre en Ukraine. Il y a énormément d'entreprises, hein, de grosses entreprises qui se font entre guillemets un pognon de dingue, alors que l'inflation érode le pouvoir d'achat des ménages. C'est pas faux, hein, vous voyez. Hein, j'ai donné raison. Enfin, je suis pas choqué que Emmanuel Macron fasse du business avec des grands patrons euh, voilà, pour augmenter l'activité des entreprises en France. Et en même temps, je ne suis pas non plus choqué par
la NUPES qui s'insurge contre les profiteurs de guerre qui effectivement font énormément d'argent alors que le commun des mortels a du mal à joindre les deux bouts. Donc on voit le CAC 40 qui a très bien résisté parce que là je vais vous montrer maintenant ce qu'ont fait les autres indices. Et là, regardez le Dow Jones qui baisse. En début de semaine, on était à 31 400 points. On est à 30 800 points. Le Dow Jones a perdu 600 points, donc quasiment plus de 2%, alors que le CAC 40 est flat. Le Dow Jones baisse à cause de l'appréciation du dollar. Pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq perd aussi 4%. Le Nikkei, pareil. Le Nikkei, il est aussi légèrement en baisse cette semaine. Mauvaise semaine aussi pour la bourse chinoise qui perd plus de presque 5%. Il y a des rumeurs d'une 8e vague, cette fois-ci de Covid en Chine avec de nouveaux confinements. Et là, déjà, ça commence à avoir des gros soucis pour la Chine. Et c'est pas terminé. L'Inde, la bourse indienne souffre aussi également avec une bonne baisse depuis sur cette semaine. L'Afrique du Sud, pareil, aussi en baisse. On a même cassé provisoirement la zone des 60 000 points, mais globalement, la bourse sud-africaine a perdu à peu près 2% aussi. Et la bourse brésilienne qui perd aussi 3% cette semaine. Donc quasiment toutes les bourses baissent. Voilà, j'ai fini pour les actions. Toutes les bourses baissent, sauf Cocorico, le CAC 40, qui évidemment profite de la faiblesse de l'euro pour permettre justement les entreprises européennes qui accroissent leurs marges grâce à cette baisse de l'euro parce qu'évidemment, ils payent des salariés avec une devise de plus en plus faible, mais ils vendent leurs produits à l'étranger dans des devises de plus en plus fortes par rapport à l'euro. Et là, on voit le CAC 40 qui est le seul, qui est un des rares indices, je pense que c'est pareil pour d'autres indices européens, qui est un des rares indices à clôturer dans le vert. Effectivement, ça revient sur la vidéo que je vous disais la semaine dernière. Effectivement, les dirigeants, Madame Lagarde a des intérêts avec Emmanuel Macron. Les entreprises, les grands patrons ne veulent pas, ne veulent pas forcément d'un euro trop fort. Ils veulent pouvoir continuer à s'endetter avec des taux très faibles pour faire du business, pour faire des acquisitions à taux négatifs d'entreprises, pour faire de la croissance externe. Et on sait très bien, comme la révélation sur Uber le montre, on sait très bien que ces grands patrons ont énormément de pouvoir sur Emmanuel Macron, qui lui-même a du pouvoir sur Madame Christine Lagarde. On voit bien un petit peu ces collusions entre les dirigeants politiques, économiques et monétaires. Je ne dis pas que si c'est bien, si c'est pas bien, mais on voit qu'il y a des intérêts. Et effectivement, je vous avais dit la semaine dernière, pour le CAC 40, c'est génial, c'est top. Ça se vérifie. Regardez cette semaine, tous les indices baissent, sauf le CAC 40 qui profite de la baisse de l'euro. Alors, on continue en matière de baisse. Pour les métaux précieux, ça a été encore une semaine horrible. L'or, je vous mets un graphique de long terme sur l'or. L'or est venu tester les 1700 dollars l'once avant de se reprendre un petit peu. Donc, l'or est en train aussi de pas mal baisser. Plus le dollar se renforce et plus l'or baisse, puisque l'or est libellé en dollars. Pareil pour l'argent qui lâche beaucoup aussi. L'argent qui chute énormément, qui casse la zone des 19 dollars. Ça n'en finit plus de baisser. L'argent revient à des niveaux où il était en 2018-2019. On revient quasiment 3-4 ans en arrière. Donc là encore, je vous l'ai dit, c'est la tempête parfaite contre l'argent, toujours contre l'argent, force du dollar, ralentissement de la croissance mondiale. L'argent est un métal industriel très conducteur, le plus conducteur en électricité. Et enfin, la remontée des taux réels, en particulier des taux réels américains. Et ça, évidemment, c'est pas du tout bon pour l'argent. Maintenant, sur du long terme, ça peut être intéressant d'accumuler de l'argent en portefeuille sur le long terme. Le palladium, ça a été une semaine très noire pour le palladium qui a effacé tous ses gains acquis la semaine dernière. Et le platine qui est aussi en baisse, le platine qui est également en baisse de quelques pourcents aussi sur la semaine. Donc tous les métaux précieux
ont souffert cette semaine. Donc, ça a été une semaine assez négative sur les métaux précieux. Et je continue avec les matières premières cette fois-ci, le pétrole qui rechute, qui perd 8% cette semaine et qui arrive au niveau très important des 92 $ le baril. Attention, il ne faut pas que le pétrole casse la zone des 92 $ le baril, sinon ça peut baisser beaucoup plus bas. Le gaz naturel, c'est un peu l'exception, le gaz qui remonte. Là encore, avec des rumeurs qui fait que Gazprom pourrait profiter des opérations de maintenance pour couper définitivement le gaz à l'Europe. Et donc, du coup, sur ces rumeurs-là, on a eu le gaz qui a remonté cette semaine. Attention, attention, il ne faut pas spéculer sur le gaz. Si jamais Gazprom réouvre le gaz après les travaux de maintenance, on pourrait avoir une forte correction du gaz, surtout dans un contexte d'appréciation du dollar. Le cuivre qui s'écroule cette semaine, qui n'arrête pas de baisser, évidemment, avec des perspectives de ralentissement de la croissance mondiale. Le cuivre, comme l'argent, baisse aussi. Le nickel, il ne fait rien cette semaine. Le blé qui a bien baissé, en forte baisse depuis le début de la semaine, il perd quasiment 10% depuis le début de la semaine. C'est encore une forte baisse sur les cours du blé. Et pareil pour le maïs qui perd aussi quasiment une petite dizaine de pourcents. Donc c'est encore, voilà, c'est une semaine très très mauvaise pour les matières premières, les métaux précieux, les matières premières alimentaires et énergétiques, à part le gaz. Et donc là encore, voilà, ça c'est plutôt positif sur l'inflation. Effectivement, sur les tendances d'inflation à long terme, ça pourrait assagir les perspectives d'inflation. Et c'est là que le graphique de la BCE n'est pas délirant. Effectivement, on pourrait avoir une inflation qui revient à cause de la baisse des matières premières, mais je ne suis pas sûr que Madame Lagarde, dans son graphique, intègre une dépréciation de l'euro. Elle a fait le graphique avec un ralentissement, une baisse des matières premières, mais toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire avec un euro stable par rapport au dollar. Maintenant, pour nous, Européens, si l'euro continue à perdre par rapport au dollar, on risque d'avoir de l'inflation importée pendant un très, très long moment. Donc voilà un petit peu pour les matières premières et je termine avec les cryptos. Mauvaise semaine aussi pour le Bitcoin qui perd près de 10%. On était à 21 000 $ il y a encore quelques jours, le week-end dernier. Aujourd'hui, on est en dessous des 20 000 $ et il faut vraiment pas qu'on s'éloigne trop des 20 000 $, sinon on pourrait avoir un nouvel effondrement du Bitcoin vers des niveaux beaucoup plus bas. Pareil pour l'Ethereum. L'Ether qui a énormément baissé, qui a perdu 20% cette semaine et qui revient tester la zone des 1000 $ pour un Ether. Donc en conclusion, ça a été une semaine pénible, quasiment tout a baissé, tout a baissé, l'or, l'argent, le palladium, le platine, le pétrole, le maïs, le blé, les cryptos, l'euro, bien sûr, le Nikkei, le Nasdaq, le Dow Jones, enfin tout a baissé, sauf le CAC 40 qui évidemment profite d'un affaiblissement de l'euro qui avantage les grandes entreprises multinationales. Voilà. Donc, si vous avez que du CAC 40, c'était plutôt une semaine pas trop mauvaise. Alors, je vais maintenant terminer cette vidéo avec un petit focus sur mon portefeuille. Alors, évidemment, il n'y a pas de surprise. Forcément, tout a baissé à part le CAC 40. Donc forcément, moi, je vais avoir une semaine pas terrible, une mauvaise semaine. Alors, j'ai pas réalisé beaucoup de plus-value, c'est flat. J'en ai réalisé la semaine dernière. Cette semaine, j'ai pas fait grand-chose au niveau réalisation de plus-value. Au niveau de l'allocation d'actifs, là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une position vendeuse de l'euro. J'ai shorté à nouveau l'euro contre le dollar quasiment à parité, à 1 pour 1. J'ai vendu l'euro. Alors, non pas pour spéculer contre la baisse de l'euro, attention, il y a quand même 30%, 35% de chances pour que l'euro rebondisse
par rapport au dollar et qu'il revienne vers 1,05, voire même 1,10. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas exclu. Il y a une probabilité de 35% pour que ça le fasse. Simplement, j'ai un portefeuille qui est très orienté actions internationales, matières premières, métaux précieux, qui sont donc très sensibles à l'appréciation du dollar, qui ont tendance à baisser quand le dollar monte, hein, comme on l'a vu cette semaine. Et donc, du coup, ma stratégie, ça a été de prendre une position vendeuse de l'euro contre le dollar. Comme ça, si jamais l'euro casse la parité, comme l'a dit Vincent Gann, et je confirme, si on casse la parité, on va directement aller chercher les 96 centimes de dollars pour 1 euro. Et là, qu'est-ce qui risque de se passer? On risque d'avoir une forte chute du pétrole, une forte baisse de l'argent, de l'or, du blé, du maïs. Or, moi, je suis exposé à tout ça. Regardez, j'ai de l'exposition là-dessus. Et donc, ma stratégie, c'est si jamais l'euro-dollar s'effondre sous la parité, si l'euro s'effondre sous la parité, ben, ma stratégie, ça va être de gagner suffisamment d'argent sur la chute de l'euro pour amortir mes pertes sur les matières premières et les métaux précieux. Voilà, donc c'est plutôt une stratégie de couverture qu'une stratégie de spéculation parce que c'est très dangereux. Enfin, moi, je ne suis pas forcément un spéculateur, je suis plus quelqu'un, j'ai plus tendance à faire des stratégies patrimoniales de long terme avec de l'allocation d'actifs et de la couverture. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Et évidemment, je termine sur ma performance. Je suis maintenant à moins 5,75% de baisse. Donc évidemment, j'étais à moins 4, j'étais à moins 4,4 la semaine dernière. Donc, au bout d'une semaine, je passe de moins 4,4 à moins 5,75. C'est pas non plus désastreux. Depuis le début de l'année, bon, c'est pas quand on voit que les marchés, quasiment tous les marchés ont des baisses à 2 chiffres. Moi, je suis à moins 5,75 depuis le début de l'année. Bon, c'est loin d'être. Enfin, moi, honnêtement, je suis pas mécontent de ma performance. Ce qui est plus embêtant, c'est ce ratio de latence qui est très bas. J'ai pas énormément de stock de plus-value que je peux réaliser. J'ai pas énormément de plus-value. Et ça, c'est plutôt, voilà, ça m'embête un petit peu. Mais voilà, il y a pas de, voilà, je suis pas forcément inquiet outre mesure, d'autant plus que j'ai un taux de marge disponible qui reste encore assez élevé malgré les positions vendeuses de l'euro que j'ai prises par rapport au dollar. Voilà un petit peu pour cette vidéo que j'ai fait un peu plus tôt hein, dans la semaine parce que voilà, je veux profiter un petit peu de cette fin de semaine. C'est le 14 juillet en France. Ça va être voilà, la fin de la semaine va être assez calme. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end si vous faites le pont ce vendredi 15 juillet. Demain, c'est férié pour les Français. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Essayez de vous aérer. Il va faire encore très, très chaud. Donc, si vous avez la chance d'habiter à la campagne ou de fuir la ville le temps de ce week-end, profitez-en. Moi, me concernant, bah, ça va. Bon, je suis en maison. On a une piscine. Voilà, il y a un lac, une petite mare, un petit lac à côté. On a un fleuve qui est à côté. C'est sympa et tout ça. La canicule est assez supportable. Mais voilà, profitez bien. Rafraîchissez-vous bien les idées. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à sans doute dans une dizaine de jours pour un nouveau point de marché. À bientôt. Salut tout le monde.